Ok, bonjour à tous. Donc, on attaque la série de slides numéro 17, donc, sur les modèles GLM et la surdispersion. Donc, la surdispersion, elle avait déjà été invoquée un tout petit peu quand j'avais parlé de quasi-loi. Donc, j'avais parlé du fait qu'on pouvait introduire le paramètre phi dans une loi de Poisson. Donc, ça ne nous donnait pas exactement une loi de Poisson, ça donnait une quasi-loi de Poisson. Euh, et donc, on va revenir un petit peu sur ce que ça implique et revenir sur cette idée de surdispersion. Donc, la surdispersion, c'est un terme qu'on utilise essentiellement pour la régression de Poisson, pour dire qu'on a plus de variance que, que, que de valeur moyenne. Donc, la variance est plus grande que l'espérance, ce qui est normalement quelque chose qu'on ne devrait pas observer si on avait un modèle de Poisson. Ok, donc c'est ce point qui va être abordé. Alors, je vais le faire assez rapidement parce qu'on est vraiment sur la toute fin des slides sur les GLM. On est sur des points techniques euh, qui peuvent être importants. Donc, je préfère le mettre dans des capsules parce que ça fait partie au moins des termes à connaître. Et surtout que les modèles, on les a presque. Enfin, il y a quelques fonctions à connaître. Je vais juste présenter un peu l'idée, présenter les fonctions R qu'on peut utiliser. Je renvoie vers des livres qui sont donnés dans les références, en particulier sur la surdispersion, les modèles binomiaux. Voilà, il y a un livre de Hilbert sur juste les modèles binomiaux négatifs en régression. Donc tout ça, ça existe. Mais c'est vraiment juste pour que au moins le point soit évoqué dans ce cours. De mémoire, certains cours rentrent plus en détail là-dessus, euh, sur cette histoire de surdispersion, en particulier le cours d'Actuarium qui revient sur la tarification. Donc tout ça, c'est abordé ailleurs, et vraiment, c'est juste pour donner des grandes idées un peu générales sur cette histoire de surdispersion. Donc l'idée de la surdispersion et de l'équidispersion, en fait, parce que c'est le point de départ. L'équidispersion, c'est le fait que quand on a un modèle de Poisson, euh, l'espérance est égale à la variance. Voilà, donc ça, c'est le point de départ. Euh, alors, on avait vu dans un premier temps que quand je regardais, alors je reviens là aussi, je renvoie sur les slides que j'avais évoqués, en particulier sur les premiers cas de régression de Poisson. Euh, Quand on a une distribution avec de l'hétérogénéité, ok. Donc l'hétérogénéité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut potentiellement avoir une loi commune. Ok, c'est juste que tout le monde n'a pas la même loi. Donc je peux même renvoyer au tout premier cours, en fait, où je présentais les données sur la taille des élèves. Et ce qu'on voyait, c'était que la taille, elle ne suivait pas une loi normale. D'accord? Quand je regarde la distribution de la taille des élèves, je n'ai pas quelque chose de gaussien. Mais si jamais je conditionne par le genre de l'élève, donc si jamais je prends la taille des garçons et la taille des filles, les deux sont des lois normales. Okay, donc ce qu'on disait, c'était le modèle gaussien, ça peut marcher sur ce genre de choses, à condition de conditionner. Et c'est en fait ce qu'on fait ici, c'est de dire, euh, on va supposer qu'on a un modèle de Poisson, c'est juste que le Poisson, il n'est pas global, c'est juste qu'en conditionnant par des variables explicatives, on va créer des groupes à l'intérieur desquels on aura une forme d'homogénéité. Donc à l'intérieur de mon groupe, donc ça peut être éventuellement je reprends l'exemple de l'assurance auto parce qu'encore une fois c'est un exemple que je connais bien, mais donc on modélise la fréquence de sinistre. La fréquence de sinistre, elle peut dépendre du genre, elle peut dépendre du fait qu'on habite en ville ou pas, elle peut dépendre de l'âge. Et il s'avère que ce qu'on va dire, c'est que par exemple les jeunes hommes qui habitent en ville forment une classe homogène. Et dans cette classe homogène, le nombre de sinistres qu'on observe suit notre Poisson. Donc ça suit notre Poisson parce que c'est équidispersé et on a réussi à trouver les variables de conditionnement qui font que dans cette classe, on a cette forme d'homogénéité. Okay. Donc, a priori, j'avais une forme d'hétérogénéité, mais j'arrive à la capturer par ces variables explicatives. Okay. Donc, je peux revenir là encore sur mon exemple de taille d'élève. Si je disais, j'ai pas globalement une loi gaussienne, okay. Il s'avère que on avait l'intuition qu'il y avait une variable de mélange derrière. Okay. Donc, j'avais un mélange de gaussienne. Okay. En fait, si jamais, et je peux renvoyer parce que j'ai fait pas mal de billets de blog là-dessus sur mon blog, c'est si jamais j'estime un mélange, okay, donc on peut supposer qu'on a un mélange de lois. Donc un mélange de lois, ça veut dire qu'on a une loi à 5 paramètres avec la probabilité de mélange. Donc parce qu'on suppose qu'on a deux classes, donc on a une probabilité P, un paramètre de moyenne pour la première classe, une variance pour la première classe, une variance pour la deuxième classe, une moyenne pour la deuxième classe. Si jamais j'estime le modèle, en fait, on tombe sur quelque chose qui est très proche de ce que j'aurais en conditionnant par le genre. Dans la base de données sur laquelle on a travaillé au début du cours, on avait 60% de garçons, 40% de filles, je crois, et en fait, on nous dit que la probabilité de mélange, elle est de l'ordre de 0,6. Okay, donc on a quelque chose qui est finalement assez intéressant et qui correspond qu'on arrive en tout cas à expliquer par la variable de genre. Mais j'arrive à le faire parce que j'ai le genre dans ma base de données. Le problème, c'est que si je ne l'avais pas,
j'aurais tout d'un coup une hétérogénéité que je ne pourrais pas expliquer, que je ne pourrais pas capturer par mes variables explicatives. Et en fait, c'est ce point-là qu'on va aborder dans ces slides, c'est de dire, j'ai envie de supposer que je suis poisson. C'est juste que dans ma classe, donc éventuellement je reprends le cas des jeunes hommes qui habitent en ville, peut-être que je ne suis pas exactement poisson, parce que peut-être en fait il y a un autre facteur, et malheureusement je ne l'ai pas. Voilà. Donc peut-être qu'à l'intérieur, j'ai encore deux classes d'individus euh, qui peuvent être expliquées par je ne sais quoi, okay, mais qui est en tout cas une variable que je n'observe pas. Et le problème, c'est que le fait qu'on n'observe pas fait que on se retrouve avec une variable qui a une variance plus grande que l'espérance. Donc quand on a ce genre de problème, quand j'ai l'hétérogénéité qui est expliquée par une variable que malheureusement j'arrive pas à observer, les modèles de poisson ne marchent pas et on a une surdispersion. Donc c'est autour de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Okay, donc l'idée, c'est de se dire que je suis dans une classe, que j'observe de l'hétérogénéité. J'observe que dans ma classe, je ne suis pas exactement poisson, mais je pense que je suis poisson mélange. Okay, donc je pense que j'ai une variable sous-jacente euh, qui, euh, qui intervient dans mon lambda, mais que j'arrive pas malheureusement à capturer. Donc, l'exemple le plus classique, je renvoie au cours de proba, c'est de dire, je suppose que j'ai une hétérogénéité avec un facteur. Alors, c'est un peu plus tordu que les exemples que j'évoquais à présent, parce que je disais toujours que j'avais deux classes que je ne pouvais pas observer. Là, on a un continuum de valeurs pour lambda. C'est le cas où j'ai un modèle poisson-gamma. Okay, donc, je renvoie au cours de crédibilité, je renvoie au cours de stade bayésienne, je renvoie à toutes sortes de cours qui parlent de ce modèle-là, où je suppose que j'ai une variable θ, okay, a priori non observée. Donc c'est ce qui va rendre le modèle difficile à estimer. Donc je suppose que j'ai cette variable θ, qui est mon facteur d'hétérogénéité, que je n'observe pas, et je suppose qu'il suit une loi gamma de paramètres alpha alpha. Okay, donc j'ai pas remis la forme de la densité, mais je renvoie à Wikipédia pour trouver la distribution de cette loi. Okay. L'intérêt d'avoir ce alpha alpha, enfin, je vous rappelle, quand vous avez une loi gamma de paramètres alpha bêta, l'espérance, c'est alpha sur bêta. Donc, si jamais j'ai la même valeur, ça me donne une loi d'espérance égale à 1. Donc, l'intérêt de cette espérance égale à 1, c'est que lambda devient ma valeur moyenne. D'accord. Donc, ça veut dire que si jamais j'estimais globalement la moyenne en prenant la fréquence empirique, je récupère un estimateur de mon lambda et je sais juste que j'ai des variabilités autour. Donc, ça permet de garder mon interprétation sur mon lambda comme étant une espèce de facteur moyen dans ma classe. Okay. Donc le point important, donc là aussi je renvoie au cours de proba, c'est que quand je suppose que j'ai ce modèle poisson avec un mélange un gamma avec le même paramètre, dans ces cas-là, je récupère cette loi binomiale négative. Donc la loi binomiale négative correspond à un mélange, à une loi de poisson dans lesquelles en fait je n'aurais pas observé le facteur d'hétérogénéité. Okay, donc arriver sur des lois binomiales négatives, c'est finalement assez naturel. C'est ce qui pourrait se passer si jamais je supposais que j'avais de la loi gamma, mais malheureusement, je n'arrive pas à capturer toutes les dates de l'hétérogénéité. Okay. Donc ça, c'est la forme de ma distribution. Je peux la réécrire sous une forme plus classique que la forme de la loi la loi binomiale négative, en fait, telle qu'on va la trouver dans n'importe quel livre de proba, d'accord, donc avec une histoire de combinaison d'éléments, okay, et un modèle à la binomiale. Donc, j'ai répété un certain nombre d'expériences et j'ai voulu avoir un certain nombre de succès. Okay. Donc ça, c'est le modèle binomial négatif. Et l'intérêt, c'est que ce modèle, j'en avais parlé très brièvement quand j'avais présenté les GLM, est une loi de la famille exponentielle. Okay. Donc je suis sur une loi de la famille exponentielle. Donc en fait, je peux faire des GLM dans cette famille-là. D'accord. Donc ce qu'on peut montrer, c'est que je peux avoir une interprétation sur mon paramètre P et sur mon N. Okay. Alors, je ne sais plus si dans les slides sur les GLM, je l'avais écrit comme ça, cette loi. Le problème, c'est que la loi binomiale négative était un peu compliquée à écrire. Mais bon, anyway, on est quand même capable de l'écrire. Okay. Le point sur lequel je voulais arriver, c'était que sur cette loi, on est capable de faire un petit peu de calcul. Donc, on est capable de montrer que quand je reviens sur ma variable y, j'ai mon paramètre lambda associé. Okay. Donc, c'est la moyenne de mon. Encore une fois, je suppose que mon θ est d'espérance 1, donc l'espérance de y, c'est effectivement mon lambda. Okay. Et quand je regarde la variance, alors le lambda, on peut l'écrire comme ça, donc ça veut dire que quelque part, il est caché ici. Okay, donc mon lambda, il est là, et donc je récupère du lambda sur P. Okay. Et comme P est plus petit que 1,
Ben, dans ces cas-là, cette valeur-là est forcément plus grande ou égale à lambda. Donc j'ai bien une loi qui est surdispersée. Okay. Donc sur la dispersion, encore une fois, c'est une notion de variance. Hein. Donc ça veut dire que j'ai trop de variance, et le trop étant relativement à cette loi de Poisson. En fait, à partir du moment où j'ai de l'hétérogénéité, okay, à partir du moment où P est strictement plus petit que 1, ben dans ces cas-là, je vais dépasser. C'est que si P était égal à 1, alors P égale à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement en fait, que j'ai un modèle de Poisson, puisque je n'ai pas de variabilité. En fait. Donc c'est ça que ça veut dire sur ce paramètre-là. Okay, le P égale à 1 veut dire que c'est ma loi de Poisson. En fait, je tends vers 1 quand ma variabilité de ma variable θ tend vers 0. Okay, et donc ça veut dire qu'en fait, j'avais juste une loi de Poisson standard. Et donc, à partir du moment où j'introduis un tout petit peu d'hétérogénéité sur mon θ, ben dans ces cas-là, je vais récupérer la surdispersion. Okay, donc c'est ça que ça veut dire, cette surdispersion. Ça veut dire que j'avais une variable sous-jacente qui fait que je ne suis pas exactement sur lambda. Okay, on avait dit on peut avoir deux classes, lambda 1, lambda 2. Donc ça, c'est l'exemple le plus simple. Exemple, la taille des élèves. Okay, mais je peux avoir quelque chose qui est juste, il y a un lambda qui peut être plus ou moins dispersé. Okay, et ça va m'introduire cette surdispersion. Donc, on récupère cette loi. Alors, on peut expliciter un petit peu la forme de la variance. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est pas juste que la variance de y est plus grande que lambda. Ok, ça c'est ce que je viens de dire, mais en fait, on peut même l'expliciter. Ce qu'on peut montrer, c'est que la variance, ça va s'écrire sous cette forme-là. Ok, donc je vais récupérer lambda plus quelque chose qui, en fait, va être proportionnel à lambda à la 2. Ok, donc ça va être une forme quadratique en lambda. Et ça, eh ben, c'est une écriture un peu particulière de la loi binomiale, c'est qu'en fait, on va voir, je pense juste après, qu'en fait, on peut récupérer d'autres écritures de modèles binomiaux négatifs, dans lesquels en fait, on aura quelque chose qui est linéaire en lambda sur la partie droite. Okay. Donc ce modèle s'appelle parfois NB2, donc loi binomiale 2, donc le 2 étant essentiellement lié au fait qu'ici j'ai un carré. Okay, donc je suis quadratique. Okay. Et l'intérêt d'écrire cette chose, cette propriété de cette forme-là, fait qu'on va pouvoir mettre en place une procédure de test. D'accord? Parce qu'encore une fois, c'est toujours la même chose en stats. On va construire un modèle. De ce modèle, il va avoir des paramètres inconnus, on va pouvoir les estimer. Et une fois qu'on les a estimés, on peut prendre des décisions. Et là, on va pouvoir estimer en particulier le alpha et se dire, bah, peut-être que je peux faire un test, peut-être que je peux me poser la question de est-ce que mon alpha est égal à 0. Si mon alpha est égal à 0, c'est que je n'ai pas d'hétérogénéité et que j'ai bien un modèle de Poisson. Par contre, je peux tester si jamais mon alpha est plus grand que et positif. Okay. Et dans ces cas-là, ça veut sûrement dire qu'il y a de l'hétérogénéité et que, bah, alors, je vais prendre peut-être un petit peu de temps pour discuter le alors. Alors, on a un souci. Okay, on a un souci, mais le souci, il n'est pas si important que ça. J'ai envie de dire qu'il est au second ordre. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces modèles, ce qu'on peut montrer, je ne l'ai pas prévu dans les slides parce qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps, puis je pense que c'est l'objet de notre cours, ça ne changera pas beaucoup notre inférence. Okay, ça ne va pas vraiment changer nos prévisions. En particulier, je vous renvoie sur ce que j'avais pu mettre quand je mettais la loi quasi-poisson, mais quand je faisais une régression quasi-poisson, on a les mêmes conditions du premier ordre. Donc en fait, on a les mêmes estimateurs. Sauf que la surdispersion va introduire qu'on a plus de variance sur nos estimateurs. Et si j'introduis plus de variance sur les estimateurs, ça veut dire que la significativité va changer. Et donc que peut-être je fais des modèles un peu trop compliqués en supposant que j'ai un modèle poissonien. C'est essentiellement ça que ça veut dire. Okay, ça veut dire que je vais avoir plus de variabilité sur mes prévisions. Mais ça ne changera pas énormément nos prévisions. Donc en fait, ce n'est pas un problème fondamental. Donc c'est aussi pour ça que j'en parle un peu rapidement dans ces slides. C'est juste, c'est bon à savoir. Et c'est surtout ça le message, je pense qu'il faut garder. Si jamais j'observe l'hétérogénéité, c'est qu'on n'a pas construit, on n'a peut-être pas fini avec nos modèles. Okay, c'est que je vous dis qu'on n'a pas observé la variable θ, mais c'est peut-être juste qu'on l'a mal cherché en fait. Okay, donc si jamais c'est une variable que je n'ai pas le droit d'avoir, donc supposons que ma variable qui crée l'hétérogénéité soit le genre et que je n'ai pas le droit d'utiliser le genre, okay, parce que c'est jugé comme étant discriminatoire, ben dans ces cas-là, je n'ai pas le droit d'utiliser cette variable-là. Okay, je peux quand même l'observer, mais je ne peux pas l'utiliser comme variable explicative. Okay, mais dans ces cas-là, je peux peut-être quand même utiliser d'autres variables qui pourraient être un proxy de cette variable et que j'ai le droit d'utiliser. Donc c'est un petit peu ça le message que je veux dire, c'est peut-être que je peux capturer, et en particulier ça va être l'intérêt des méthodes non linéaires, peut-être qu'en fait je peux capturer une partie de cette hétérogénéité avec des méthodes non linéaires. Okay, donc mon message un peu simpliste serait de dire, si jamais vous observez que vous avez un modèle qui n'est pas poisson, mais qui est quasi poisson, continuez à faire des régressions et essayez de travailler un peu plus sur vos variables. Peut-être que vous allez pouvoir améliorer, en tout cas, et capturer une partie de cette hétérogénéité.
Il y a peut-être un moment où on n'y arrivera pas, et peut-être qu'effectivement, fondamentalement, il nous manque des variables explicatives pour expliquer l'hétérogénéité que je n'arrive pas à capturer. D'accord? Donc, cette écriture-là est intéressante essentiellement parce que si jamais j'arrive à tester la non-nullité de ce coefficient, dans ces cas-là, j'ai un test de surdispersion. Ok, c'est ce qu'on va utiliser, je pense, dans 2 slides, où je vais vous mettre en place un test là-dessus. Alors, je ne l'ai pas évoqué ici, mais il y a un package en fait de R qui est dédié très spécifiquement à ces variables de comptage. C'est la librairie Counts, qui permet justement de modéliser des comptages et qui propose d'aller plus loin. En fait, le package GLM vous permet de faire en gros du poisson, du quasi-poisson. Je ne suis même plus sûr pour la binomiale négative. Mais le point est que dans cette librairie Counts, vous avez beaucoup plus de modèles possibles. Okay, donc, il y a la régression de Poisson qui est par défaut. On peut faire du quasi-poisson. Donc, le quasi-poisson me dit que je vais avoir quelque chose de multiplicatif. Okay, donc, ça, je l'ai déjà évoqué, mais c'est la manière dont sont définis en fait les GLM. Hein. Je rappelle que quand on fait un GLM, la fonction variance, V de mu, c'est un phi de la dérivée seconde de l'inverse de la dérivée première de mu. Okay, donc, j'ai toujours ce paramètre phi qui apparaît de manière multiplicative. Okay, et donc, ça, je peux l'estimer. D'accord. On peut trouver d'autres formes de lois. Alors, cette forme-là, en fait, je vais pouvoir l'écrire sous la forme d'une loi binomiale négative de type 1. Et donc, au lieu d'avoir un phi, je vais avoir du 1 plus alpha. Okay. L'intérêt, je pense, du 1 plus alpha, c'est qu'au lieu d'avoir un paramètre phi que je veux positionner par rapport à 1, en faisant du 1 plus alpha, je positionne mon paramètre alpha par rapport à 0. Et avoir des modèles où on veut se demander si jamais ils sont nuls ou pas, c'est la base de ce qu'on fait depuis le début. Enfin, quand je vous fais un test de Student pour la significativité d'un bêta, je me demande est-ce qu'il est nul ou pas. Okay, donc tester si un coefficient est nul ou pas, on a des milliers de tests pour faire ça, donc on est assez confortable, en tout cas on est dans les choses connues. Okay, donc ce quasi-poisson et ce binomial négatif de type 1, c'est-à-dire quand ma variance reste proportionnelle à ce mu, on sait faire. L'autre type de binomial négatif, c'est celle que je viens de présenter à l'instant, pour lesquelles on a quelque chose d'ordre 2, c'est-à-dire que je vais avoir un complément par rapport à ma moyenne qui va être quadratique. Donc, c'est celle qu'on vient de voir très exactement, où j'ai mon mu plus alpha mu à la 2. Et en fait, l'intérêt, c'est que dans cette famille-là, on va retrouver la loi géométrique. Donc, la loi géométrique est en fait un cas particulier, c'est le cas où alpha est égal à 1. Okay, et dans ces cas-là, quand on a une loi géométrique, en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que la variance, c'est mu plus mu à la 2. Okay, donc, on a essentiellement ces 3 familles de lois. La loi de Poisson, qui est la loi équidispersée par construction. La variance est égale à mu. Et ensuite, j'ai 2 solutions. Soit j'ai du mu plus quelque chose multiplié par mu, soit j'ai le mu plus quelque chose multiplié par mu à la 2, ce qui va me donner la loi binomiale négative de type 1 et la loi négative binomiale de type 2. Okay, donc c'est vraiment de ça dont on parle ici. Okay, et les fonctions, elles s'appellent NB1 et NB2 dans ce package counts. Encore une fois, vous avez ce livre de Hilbe sur les modèles de comptage avec surdispersion, et je vous renvoie à ça. Et juste une petite pour aller un petit peu dans la continuité. Donc, on peut faire des tests en fait pour tester si jamais on a de l'hétérogénéité ou pas. Donc, ce qu'on va supposer, c'est que donc on a nos variables x, okay, mais je vais rajouter un effet aléatoire, donc une variable z que malheureusement je ne pourrais pas observer, mais qui va justement être cet effet qui va rajouter de la variabilité. Okay. Je passe un tout petit peu rapidement parce que c'est un tout petit peu technique, mais en fait, si jamais on continue dans l'écriture de ce modèle, on peut récupérer une forme de variance qui va s'écrire sur cette forme-là. Et donc, encore une fois, j'ai toujours mon coefficient multiplicatif qui apparaît ici. On se pose juste la question de est-ce qu'il est nul ou pas. Donc, on revient sur un test standard de nullité de coefficient et on peut mettre en place un test. Donc, on va pouvoir tester. Donc, la statistique de test, elle est ici. Okay. Donc, je peux la calculer directement. Encore une fois, je fais juste une régression de Poisson. Okay, j'ai mes Y qui sont les données observées, j'ai mes mu chapeau qui sont les données prédites par mon modèle de Poisson. Je construis cette statistique de test. Et ce qu'on peut montrer, c'est que la statistique de test doit suivre une loi normale L01 si jamais j'ai effectivement un coefficient qui est égal à 0. Okay. Donc, si jamais je n'ai pas de surdispersion, donc si jamais je suis dans un modèle avec équidispersion, je dois avoir une loi normale N01. Donc, c'est vraiment l'approche standard. Sauf que ici, l'hypothèse alternative, c'est une hypothèse alternative qui est que je suis plus grand. Donc, au niveau de la lecture de mes tests, on va juste se demander est-ce que T
est suffisamment grand, en tout cas, pour pouvoir plutôt accepter l'hypothèse qui est la surdispersion. Ok, donc c'est juste sur la manière dont on va lire cette statistique de test. Et tout ça, c'est programmé dans un des packages R. Je ne l'ai pas rajouté dans les slides parce que c'est peut-être un peu technique, mais voilà, souvenez-vous juste qu'on a cette histoire de surdispersion. Okay, donc l'idée de la surdispersion, c'est que je vais avoir un peu plus de variance que ce que me donnerait l'espérance. Donc normalement, si j'ai un modèle de poisson, la variance est égale à l'espérance. Là, j'ai un petit peu plus. Okay, on a un petit peu de liberté sur la manière dont on va exprimer ce un peu plus. Okay, est-ce que ce un peu plus, il est proportionnel à la moyenne ou est-ce qu'il est proportionnel à la moyenne au carré? Donc c'est quelque chose de quadratique. Une fois qu'on a choisi ça, on peut mettre en place un test de manière assez simple pour pouvoir tester si ce coefficient-là est significativement plus grand que 0 ou pas. Okay, donc voilà, je vais m'arrêter là un petit peu pour cette discussion sur la surdispersion. Là encore, c'était vraiment juste une petite introduction à ce problème. Euh, et je renvoie à d'autres cours sur le sujet, je pense, en particulier le cours d'assurance IRD qui propose la tarification. Puis en tarification, on a typiquement ce genre de problème de surdispersion. Voilà, je m'arrête là. À bientôt.